Je ne suis pas un politicien et je n'ai aucune ambition de le devenir. Je suis retraité. Je n'ai aussi pas le moindre avantage financier à vous proposer ce que je vais vous proposer. En tout cas, si j'en ai, ce seront exactement les mêmes que les vôtres. Mais avant de vous proposer quoi que ce soit, pour sortir du système dans lequel nous sommes, il faut que j'aborde la raison pour laquelle, dans le système actuel, rien ne pourra changer. La raison pour laquelle il faut absolument sortir du système bancaire. J'entends autour de moi les gens crier, vitupérer contre le gouvernement. Ils ont raison. Ce gouvernement ne fait que taxer davantage, il nous réclame une austérité pour rembourser des actionnaires de banque qui auraient prêté de l'argent, alors que cet argent prêté est complètement illégitime. Je les vois courir de Sarkozy à Hollande, puis encore de Hollande à Sarkozy. Alors que ces cons-là, ils ne pensent qu'à leur carrière, ils ne pensent pas à vous. Il faut que je vous explique comment ça fonctionne. Au départ, c'était pas bien méchant. Il y avait la banque qui vous prêtait de l'argent quand vous demandiez un crédit et qui vous réclamait des intérêts. Vous trouviez ça tout à fait normal parce que quand vous prêtiez de l'argent à quelqu'un, vous vous en dessaisiez et donc il était logique qu'un intérêt compense la perte momentanée de l'usufruit de cet argent. Mais quand la banque vous ouvre un crédit, elle ne vous prête pas l'argent d'autres épargnants. Elle ne vous prête pas son propre argent non plus. Elle le crée instantanément dès qu'elle a obtenu des garanties qu'elle vous réclame en cas de non-remboursement. Cet argent-là n'existait pas une seconde auparavant. Ce sont simplement des nombres inscrits sur des comptes en banque. Et ces nombres vont voyager d'un compte à l'autre. Mais dans très peu de cas, ils se transformeront en billets ou en pièces. « 90% des transactions se font en monnaie scripturale, c'est-à-dire simplement des chiffres électroniques. Et 10% sont des billets ou des pièces. D'autres pourraient se passer, d'ailleurs ils souhaitent s'en passer. Comme ça ils font 100% de création monétaire ex nihilo et continuent à percevoir des intérêts. Bon, ils sont bas pour l'instant, mais ils ont été très hauts. Il y a des gens qui ont acheté leur maison, mettons 200 000 euros, ils n'ont payé 500 000 avec les intérêts. Mais ces intérêts, c'est quoi? C'est une rémunération pour les 2 minutes qu'il a fallu pour inscrire, pour ouvrir l'ordinateur, inscrire un montant sur un compte, alors que c'est un programme informatique qui gère tous les remboursements. Et ça vaut autant que le travail de l'entrepreneur, de l'architecte, des maçons, des manœuvres, de l'électricien, du plombier, du chauffagiste, de l'ardoisier qui ont construit votre maison. Ça, ces 2 minutes, ça vaut autant que ça. Et non seulement c'est illégitime, mais en plus, c'est extrêmement pernicieux pour l'économie. Parce que si vous payez une maison 200 000 euros,
Mais ces 200 000 euros représentent exactement la valeur de la maison, la valeur du travail de ceux qui l'ont construite. Mais les 200 000 que vous payerez à la banque à titre d'intérêt, ils représentent quoi? Ils correspondent à quoi? Est-ce qu'ils correspondent à une richesse créée? Évidemment pas. C'est de l'argent qui va rester la propriété de la banque, et donc il y aura beaucoup plus d'argent en circulation que de valeurs créées, que de biens créés. L'argent n'a pas de valeur, c'est ce que l'argent peut acheter qui a une valeur. Mais en soi, l'argent n'a pas de valeur. Donc il y a plus d'argent dans le monde que de biens. Et donc ça dévalue les biens. Ça dévalue le travail de l'entrepreneur, de l'architecte, des maçons, etc. Il y a pire que ça encore. Puisque tout argent est issu du crédit, donc d'une dette, tout dollar, tout euro est issu d'une dette. L'argent pour payer les intérêts, il n'existe nulle part au moment où vous signez votre crédit. Donc vous devrez compter pour pouvoir payer ces intérêts. Vous devrez compter sur votre travail tout au long de votre vie, en souhaitant que vous puissiez le conserver, votre travail, ce qui est difficile par les temps qui courent. Ça dépend de la croissance. Et la croissance est aléatoire. Ça dépend de l'emploi et du chômage. Mais là encore, le chômage, il a tendance à s'amplifier et l'emploi à se raréfier. Pour la banque, pas de souci. De toute façon, ou bien elle saisit votre maison, ou votre voiture, hein, ou bien elle encaisse vos intérêts, et de toute façon, elle ne paie rien. Si la banque n'a pas de souci, vous en avez. Parce que vos échéances de remboursement, elles sont fixées à l'avance. Ça, les intérêts, ils vont croître. Si vous ne payez pas rapidement, si vous traînez, les intérêts vont s'ajouter. Vos intérêts, ce seront des intérêts cumulés. Vous payerez encore plus. Vous payerez des amendes éventuellement aussi. Donc, la banque, elle est protégée, cadenassée. Elle ne risque strictement rien, c'est vous qui risquez tout. Et on dit que en affaires, c'est le risque qui doit être payé. Mais la banque n'en prend aucun, c'est vous qui les prenez tous. Et alors, ce sont donc des fortunes incommensurables qui ont été créées partout dans le monde avec ce système. Et ces fortunes sont partagées à des actionnaires de banques. Et les actionnaires de banques deviennent des investisseurs. Alors ils investissent où? Ils investissent dans des multinationales par exemple. Parce qu'investir dans des PME, ça c'est plus compliqué, ça demande davantage de surveillance, il n'y a pas de service d'analyse économique pour les petites entreprises comme il y en a pour les grosses, pour les multinationales. Donc ils risquent moins de placer dans les multinationales, et parmi les multinationales, ils choisissent celles qui apportent le plus de dividendes. Donc celle dans laquelle la marge bénéficiaire est la plus importante. Et c'est pour ça que vous avez des sociétés qui font faillite, qui s'écroulent, ou qui se font racheter par d'autres, plus grosses.
et qui licencie du personnel. Parce que si vous licenciez du personnel, forcément, vous payez moins cher le personnel et donc vous payez davantage les actionnaires. Alors qu'est-ce qu'ils font d'autre avec cet argent, les actionnaires? Ben, ils jouent en bourse. Entre parenthèses, ils ne jouent pas seulement en bourse avec les intérêts qu'ils ont gagnés, ils jouent en bourse aussi avec votre argent, parce que l'argent que vous déposez en banque, ce n'est pas votre argent, hein, c'est l'argent de la banque, qui vous a seulement fait une promesse de mettre à votre disposition le montant que vous avez déposé sur votre compte, que ce soit un compte à vue ou un compte d'épargne, hein, c'est pareil. Donc, la banque, elle peut jouer en bourse avec votre argent. Les actionnaires jouent en bourse avec les intérêts que vous avez payés à la banque et qui leur ont été versés comme dividendes. Et ils jouent contre qui? Mais contre vous. En tout cas, si vous jouez en bourse. Ils jouent contre leurs clients. Si vous voyez tellement de publicité pour les plateformes de trading, c'est parce que les banques veulent encore, ou les actionnaires, veulent encore gagner de l'argent sur votre compte. Mais eux, ils ont tous les moyens, vous ne les avez pas. Ils ont des logiciels sophistiqués, ils ont des traders expérimentés, et vous n'avez pas. Donc vous vous faites flouer sur le long terme. À quoi sert cet argent aussi? À financer les campagnes électorales de l'UMP, du PS, en Belgique du PS, du MR, du CDH, et même des écolos. Ça sert à financer leur campagne électorale, et donc, quelque part, les politiques sont tenus par le col, par les financiers. C'est eux qui ont voulu ça, hein. Mais ça ne suffit pas encore pour dépenser leur argent, ils en ont encore trop. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont réussi à persuader les gouvernements de ne plus créer leur propre monnaie, mais de passer par les banques pour se financer. Et les gouvernements ont accepté. Ça a d'abord été Giscard d'Estaing en France en 1973, qui a promulgué la loi Rothschild, fait voter la loi Rothschild. C'est une loi qui interdit au gouvernement, enfin à l'État, de se financer ailleurs que dans des banques privées. Si bien que le contribuable doit se mettre à payer maintenant, en plus des intérêts sur ses propres crédits, ou s'il est en entreprise sur les crédits de son entreprise, il doit en plus payer des intérêts sur les dettes de leur gouvernement. Et là, les intérêts cumulés sont énormes. Parce que les intérêts représentent plus de 85% de la dette totale. On ne rembourse jamais le principal, on ne fait que payer les intérêts. Alors, c'est pas honteux, c'est pas scandaleux tout ça? Oui, mais si les politiques maintenant voulaient en sortir, est-ce qu'ils le pourraient? Eh bien non, je pense que même si vous parveniez à élire les gens les plus honnêtes, les plus intègres qui soient, ceux-ci ne pourraient pas vous satisfaire. Ils subiraient un chantage permanent de la part des banquiers, de la part des marchés, puisque tout leur appartient. Alors, peine perdue, comme je l'entends souvent, beaucoup de gens disent c'est la merde, on est foutu, il n'y a plus rien à faire, on a que des salauds au gouvernement. Enfin, les salauds, c'est vous qui les élisez, hein, parce que vous votez toujours pour les mêmes partis. En France, PMP, PS, en Belgique, MR, PS, CDH, Modem en France, peut-être aussi, ça viendrait. Mais ce sont tous ces partis qui sont inféodés aux
au système. Ce sont des larbins de la haute finance. Tous. Alors choisissez les extrêmes, vous serez déjà beaucoup mieux servi. Enfin, choisissez les petits partis, pas nécessairement les extrêmes, mais les petits partis. En France, il y a Asselineau, il y a Dupont-Aignan, etc. Et je croyais en Mélenchon, mais comme je vois maintenant avec Tsipras, ben, il a l'air de céder devant les dictates de l'Union européenne. Ben, je dirais, en tout cas, ne votez pas pour les partis de gouvernement. Tous ceux qui ont été au gouvernement sont des traîtres, tout simplement. Mais je vous dis, même si vous les changez maintenant, ils ne le pourraient pas tout en restant dans le système. La seule chose à faire, c'est de sortir du système. Et comment peut-on le faire? Puisqu'ils ont une puissance extraordinaire. Mais le moyen de le faire, c'est d'abord de tarir la source de leur puissance. C'est-à-dire d'apprendre à nous passer des banques. Mais à les remplacer. Je n'ai pas dit que le système devait se faire sans monnaie. Non, il faut une autre monnaie. Une monnaie qui n'appartient pas aux banques. Une monnaie que nous créions nous-mêmes. Nous, les citoyens. Parce que dans une démocratie, le pouvoir doit revenir aux citoyens. Et le pouvoir, l'instrument du pouvoir, c'est justement la monnaie. Celui qui crée la monnaie a le pouvoir. Puis on pourrait confier ce pouvoir-là à un logiciel. Un logiciel qui rendrait les mêmes services qu'une banque, en beaucoup mieux, et surtout moins cher, c'est-à-dire gratuitement. Il faudrait que ce logiciel lui-même nous procure chaque mois un revenu de base ou ce qu'on appelle un dividende universel. Et ça se justifie, ce dividende universel. Ça se justifie parce que nous avons fait quoi? Nous avons financé, avec nos impôts, nous avons financé l'enseignement. L'enseignement, c'est ce qui a produit la technologie. La technologie, c'est pas nous qui en profitons, nous en souffrons, au contraire, en ce sens que les banquiers qui possèdent tout, les investisseurs ou les financiers qui possèdent tout, utilisent ces technologies de leur multinationales pour remplacer l'homme, pour mettre une partie de la population au chômage. Et la population qui est au chômage, qu'est-ce qui la paye? C'est pas eux. Ce sont de nouveau les contribuables. Donc pour ce que nous avons fait, et nous méritons un dividende universel, nous méritons avoir un revenu de base, nous méritons de ne pas crever de faim, d'avoir un revenu, je ne dirais pas extra, mais confortable, qui puisse nous permettre en tout cas de vivre décemment et honorablement. Nous méritons ça. Bon, donc un logiciel qui, au début de chaque mois, donnerait à toute la population un revenu de base de 1500 ml, parce qu'il faut appeler ça des euros. Ça aura la même valeur que l'euro, en tout cas au départ. Appelons ça monnaie libre, ML. Donc nous aurions, au début de chaque mois, si nous sommes adultes, entre 18 et 60 ans, 1500 ml sur notre compte au début de chaque mois. Si nous avons atteint l'âge de 60 ans, ce sera 2000. Les adolescents, de 16 à 18 ans, 500. De 14 et 15 ans, 300. De 12 et 13 ans,
200. Et en dessous de 12 ans, 100. 100 ml, donc 100 euros. Bon, en revanche, puisque ces revenus sont relativement confortables, ben, il n'y a plus besoin que l'État nous verse des allocations familiales, des allocations de chômage, des allocations de survie ou des allocations de retraite. Il n'y a plus de raison non plus que l'État ne perçoive des taxes ou des impôts, parce qu'il aurait lui aussi un logiciel, et ce logiciel lui permettrait de se doter, de créer de la monnaie à hauteur de ses besoins, c'est-à-dire à hauteur du produit du PIB, du produit intérieur brut par habitant, et en fonction du nombre d'habitants, bien entendu. Il n'aurait plus à se servir de ça pour payer des allocations de toutes sortes, comme je viens de les citer. Il doit encore juste payer un supplément pour ceux dont le handicap entraînerait des frais supérieurs à la majorité des gens, quoi. Voilà. Alors, le crédit. Mais tout le monde aurait le droit à un crédit sans intérêt. Que ce soit les particuliers ou que ce soit l'État. Et envers qui ce crédit serait-il dû? Mais au logiciel qui tient lieu de banque. Donc le logiciel peut avancer de l'argent, comme la banque pouvait le faire. Et le remboursement se ferait sans intérêt. Le logiciel n'a pas besoin de réclamer des intérêts, que ce soit au gouvernement ou à la population. Est-ce que vous vous rendez compte du fait que l'État ne devrait plus verser, ne devrait plus lever des impôts, ni lever des taxes? Il aurait son budget. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça ferait pour l'économie? D'abord, la vie serait moins chère, puisqu'il n'y a plus de taxes sur les produits. Et puis, comme il n'y a plus de loi sociale ou de loi patronale à payer, ou d'impôts, les entreprises seraient soulagées. Vous travailleriez toute l'année pour vous, et non pas seulement la moitié de l'année, et l'autre moitié pour le gouvernement. Les ML ne donneraient pas lieu à intérêt dans les monnaies libres. Alors, en vertu de quoi? Si vous voulez maintenant faire de l'épargne, si vous voulez réussir à gagner de l'argent avec de l'argent, eh bien alors il y a une solution. C'est de consacrer une partie de ce que vous gagnez à des dons, à des sociétés, à des associations de type humanitaire, caritatif, sportif, amateur, écologique, culturel, etc. Et ces dons, quand vous faites ces dons à ces associations qui seront agréées bien entendu pour, le logiciel vous dotera sur un autre compte qui n'est pas un compte ML mais qui sera un compte MS, monnaie solidaire. Il vous comptabilisera 75%, 75% de votre don en MS. Et les MS, eux, au contraire des ML, ils portent intérêt. Et ils portent un intérêt de 7,5% l'an. Donc vous pourriez épargner de cette manière, mais ceux qui constitueront une fortune grâce à l'argent placé,
faisant travailler leur argent, vont commencer par faire preuve de solidarité à l'égard de ceux qui ont moins, à l'égard de ceux qu'une catastrophe humanitaire a touché, à l'égard de ceux qui n'ont pas encore de logis et donc ne peuvent pas encore bénéficier de leur portefeuille puisqu'ils ne sont pas domiciliés, à l'égard des pays en voie de développement, à l'égard de l'enfance dans le monde, de l'enfance maltraitée, à l'égard des associations qui aident les toxicomanes à sortir de leur addiction. Donc ils auront fait des dons et ils toucheront sur les 75% de leurs dons un intérêt de 7,5% blanc. À long terme, ça peut rapporter gros. Ce sera d'ailleurs la seule manière de gagner de l'argent, avec de l'argent. Et pour encourager cette oblativité, cet altruisme, pour encourager aussi la circulation de l'argent dans le commerce, et la part du revenu de base, donc du dividende universel, donc les 1500 ml dont j'ai parlé tout à l'heure, la part non utilisée à la fin du mois serait effacée. Donc ça vous pousse soit à l'utiliser en achetant des choses, soit à donner à une association et à percevoir par la suite un intérêt. Et vous récupérez immédiatement 75% de votre don. Et le reste porte à intérêt. Voilà. Voilà une idée qui permettrait à l'État de sortir de ce problème de versement de pension, de versement d'allocation de chômage, d'allocation de survie, etc. Ça lui permettrait de rembourser ses dettes. Parce qu'en laissant subsister pendant 2 ans l'euro avec la monnaie libre, ben, les entreprises qui payent encore en euros, elles continueraient à être taxées. Les salaires en euros continueraient à être taxés aussi. Tandis que ceux de la fonction publique, eux, ne le seraient pas à ce moment-là, pendant ce temps-là. Ça peut durer maximum 2 ans, hein, peut-être 1 an, avant que le ML soit mis sur le marché d'échange. On peut convenir que sa valeur de départ est celle de l'euro. Et les entreprises, même extérieures, qui ont des parts de marché à l'intérieur de nos pays, qu'est-ce qu'elles feront? Vous croyez qu'elles vont renoncer à leur part de marché? Absolument pas. Elles vont se dire, oui, je vais acheter un portefeuille un portefeuille ML, je vais encaisser des ML, je ne sais pas trop ceux qui vaudront pas dans le futur. De toute façon, je ne sais pas non plus ce que vaudra le dollar ou l'euro. Hein. Je ne sais pas trop ce qu'ils vaudront dans le futur, ces ML. On me dit que ça vaut la même chose que l'euro pour le moment. Bon, peut-être que je ferai de très bonne affaire quand la ML sera sur le marché d'échange. Vous savez, il y a les monnaies comme le Bitcoin par exemple, le Faircoin, enfin d'autres monnaies électroniques cryptées qui rapportent de l'argent à ceux qui en ont acheté, hein, parce qu'elles ont augmenté de valeur et dans des proportions relativement importantes. Donc accepter les ML, pourquoi pas, pour les entreprises étrangères. D'autant que, apprenant qu'il n'y a plus de taxes, plus d'impôts dans nos pays, à partir du moment où le ML est instauré, ben, ils auront besoin d'ML pour pouvoir installer leur entreprise chez nous.
et vont pouvoir payer leur personnel. Donc, c'est très bon pour l'économie. Et comme il n'y a pas d'impôt et pas de taxes, nos exportations se porteront mieux. Donc on relance l'économie. Alors les gens auront leur salaire, plus leur revenu de base, et un pouvoir d'achat beaucoup plus important, puisqu'il n'y aura plus de taxes sur les produits. Voilà l'idée. Alors vous me direz, il y a des autres questions techniques qui se posent. Bon, les portefeuilles sont décentralisés. Ça veut dire que ça ne passe pas par un serveur central. Comme pour les monnaies coin, hein. Mais ça passe. La relation se fait d'un portefeuille à l'autre. Elle ne passe pas par un serveur central. La protection du code source peut être totale. Il suffit que lorsqu'on essaye d'ouvrir le portefeuille pour essayer de décoder le code source, une goutte d'acide par exemple, une goutte d'acide détruise complètement le code source. Donc on ne saura jamais le contrôler, le recopier. Bon, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser, ce sont des problèmes techniques, technologiques qui ne sont pas très importants. C'est important, c'est de voir ce que vous gagneriez par rapport au système actuel. Ce que l'État aussi gagnerait par rapport au système actuel. C'est pas si compliqué que ça de comprendre. Je vous remercie pour votre attention et vous pouvez poser des questions à toute cette vidéo.